Vous êtes l'une de nos grandes championnes de patinage artistique. Vous avez gagné de nombreuses médailles aux championnats du monde, aux championnats d'Europe, notamment avec votre partenaire Stéphane Bernadis. Mais ce matin, si vous êtes là, à ce micro, c'est pas pour parler de vos exploits, mais des coulisses de ce sport que vous aimez tant. Et elles ne sont pas belles, ces coulisses. Dans Un si long silence, le livre que vous avez coécrit avec la journaliste de l'Obs, Emmanuelle Anison, chez Plomb, vous brisez l'omerta. Ce livre est une longue lettre déchirante que vous écrivez à Monsieur O. Qui est Monsieur O ? Monsieur O était l'un de mes entraîneurs lorsque j'avais 15 ans et que je suis venue à Paris avec mes parents. Nous avons déménagé de Nantes à Paris afin d'essayer de devenir une grande championne et d'avoir 5-6 heures d'entraînement par jour, ce qui n'était pas le cas en province. Et c'était effectivement l'un des entraîneurs qui s'occupait à la fois des plannings, des entraînements sur glace, des étirements et qui gérait tous les patineurs du club. Il était un des grands Manitou du patinage. C'est lui qui vous repère quand vous avez 10 ans. Il s'occupe, vous le dites, de plein de championnes en herbe. Alors certes, il a des pratiques un peu bizarres. Par exemple, c'est lui qui s'occupe, vous venez de le dire, des étirements des patineuses, alors que normalement, c'est une femme qui s'en occupe. Il y a bien quelque chose qui cloche, mais personne ne dit rien parce qu'il est le patron et parce qu'il a le pouvoir absolu. Au départ, on avait effectivement le matin une prof de danse qui était la femme d'un entraîneur et qui avait fait de nombreuses heures de danse classique et qui nous entraînait de façon très intelligente. Et après, quand on passait sur l'école de glace de l'après-midi où on était des championnes en herbe, on était prise en main par cet homme-là. Et effectivement, lors des étirements, et on se regardait toutes bizarrement, il se couchait sur nous et il en profitait. Il restait très longtemps sur nous, les jambes écartées derrière notre dos, et c'était vraiment très, très, très désagréable et très choquant. Oui, mais personne n'ose rien dire. Personne n'ose rien dire. Un entraîneur, c'est quelqu'un d'influent, c'est quelqu'un qui a une emprise sur vous, c'est quelqu'un qui vous demande de faire des sauts, des pirouettes, vous l'écoutez, vous l'admirez. Donc pour vous, ça vous paraît normal. De 10 à 15 ans, vous êtes suivi par un autre entraîneur. Et puis à l'âge de 15 ans, on est en 1990, vous faites un stage avec lui, un stage de 8 semaines à La Roche-sur-Yon. Et là, vous écrivez, avec votre écriture d'adolescente dans un carnet, vous écrivez uniquement des dates et des lettres. 21 et 29 juillet, P plus T. 1, 2, 3 août, S plus C. Nuit du 16 au 17 octobre, C. Ces lettres, elles ont une traduction. P, ça veut dire peloter. T, ça veut dire toucher. S, sucer. C, coucher. Oui, effectivement, j'ai ressorti ce petit carnet il y a quelques mois. Je l'avais jamais ressorti, jamais. Et j'avais écrit ces lettres cachées de l'autre côté du carnet, parce que sur la première partie, c'était des footings et les étirements, etc. Ce qu'on faisait en fait physiquement pour voir un petit peu la progression des footings avec le minutage. Et de l'autre côté, effectivement, caché, était écrit tout ce qu'il a pu me faire avec des mots codés. Et j'ai réouvert ce petit carnet il y a seulement quelques mois, après 30 ans de silence. Monsieur O a abusé de vous plusieurs fois par semaine pendant 2 ans. Il vous a violé alors que vous étiez vierge, alors que vous n'aviez embrassé un garçon qu'une fois dans votre vie. Ça se passait souvent dans le parking de la patinoire. Vous êtes saisi d'effroi. Mon esprit partait, je ne ressentais rien, écrivez-vous. J'ignore pourquoi je vous suis, monsieur O. J'ai peur de ce qui se passerait si je résistais, des représailles du scandale, de la honte au grand jour, de la déception de mes parents. Voilà, et comme à chaque fois qu'on lit des témoignages de femmes abusées, les 2 mots qui reviennent, c'est la honte et la peur. Oui. La honte, déjà la honte, oui, la peur, comme vous le dites. Comment expliquer à mes parents, mais je pouvais même pas y penser. C'était comment expliquer une chose pareille, une chose si horrible, si dégoûtante. Ça m'était impossible. Je me suis terrée dans ce silence avec mon mal-être et j'espérais une chose, que ça ne recommence pas.
Et ça recommençait. Et ça recommençait. Lors du stage à La Roche-sur-Yon, effectivement, il profitait de venir dans la nuit avec sa lampe torche et il me réveillait. Au milieu de vos peluches, écrivez-vous. Je dormais avec mes petites peluches, oui, et il me réveillait avec sa lampe torche. Et c'était un cauchemar. J'étais une jeune fille pleine d'ambition dans le patinage et comme toutes les jeunes filles, on rêve au prince charmant. On rêve, d'un amoureux et ce qu'il a fait au plus profond de mon corps, c'est terrible et c'est encore terrible aujourd'hui et que je suis encore malheureusement malade sous antidépresseurs et je prends la parole pour briser le silence et pour aussi aider toutes les autres victimes qui ne peuvent pas parler. Il faut pas se sentir coupable parce qu'on n'est pas coupable. Et c'est ce qui m'a empêché de parler pendant 30 ans. Il faut se battre et en parler à sa femme, à son mari, à ses parents. Il faut que la honte change de camp. Vous dites qu'il faut nommer les choses et que c'est très difficile pour vous de dire que il vous a violé. Le mot de violer, vous dites, je ne l'ai prononcé qu'une seule fois devant ma psy. Et puis là, je l'écris dans ce livre. Il me répugne ce mot, il m'angoisse. J'ai effectivement parlé qu'une fois à ma psychologue en 2003 et depuis je n'ai jamais pu prononcer ce mot qui me répugne, dont j'ai honte et je travaille beaucoup avec ma psychologue là-dessus justement parce qu'il faut poser des mots et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Il faut que j'en parle, il faut que j'arrive à dire que j'ai été violée à 15 ans et j'y arrive aujourd'hui. Et je vais m'en sortir et je vais y arriver. Il faut que je sois courageuse et il faut que ça devienne une leçon de courage. Il y a d'autres femmes qui parlent. Adèle Haenel dans le cinéma, Vanessa Springora dans la littérature. Aujourd'hui, et c'était le grand lieu de l'Omerta, c'est le sport. Il y a vous, il y a 3 autres patineuses qui s'expriment dans l'équipe. Il y a quelque chose qui est en train de se passer ? Oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Lors de l'enquête, j'ai essayé effectivement de parler à certaines patineuses qui ne voulaient pas, qui voulaient simplement parler à visage couvert, ce que je peux comprendre. Mais au fur et à mesure du temps, elles ont compris. Et aujourd'hui, elles arrivent à parler à visage découvert. Mais au départ, j'ai vraiment pris la décision seule et d'y aller seule. Sarah Abitbol, il va vous violer de 15 à 17 ans. Et puis à 17 ans, ça va être la libération, puisque vous allez rencontrer votre partenaire, Stéphane Bernadis, avec qui vous allez décider de patiner en couple. Vous allez changer d'entraîneur, vous allez enchaîner les succès pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, Sarah Abitbol, vous allez avoir ce que les psychiatres appellent une amnésie traumatique, c'est-à-dire que vous n'allez absolument pas vous rappeler de ce qu'il vous a fait entre 15 et 17 ans. Oui, ça paraît improbable, mais les psychiatres en parlent bien. J'ai fait de l'amnésie traumatique. C'est resté dans un coin de mon cerveau. Le cerveau se protège des misères de l'enfance et c'était tellement fort, tellement répugnant en fait que le cerveau met ça de côté. Et pendant plus de 10 ans, effectivement, j'ai complètement oublié cet événement. Je le croisais d'ailleurs dans les couloirs, mais je n'avais absolument aucune réaction. Il est vrai que dès que j'ai démarré avec Stéphane Bernadis, que j'appelle quelque part mon sauveur, puisqu'il m'accompagnait partout, puis c'était un molosse. Voilà, il en a eu peur, mon agresseur, et il est vrai qu'il ne m'a plus du tout approché à partir de ce moment-là, et j'ai été sauvée. 10 ans d'amnésie, et puis à 28 ans, à la veille des JO, vous commencez à avoir des flashs. Et là, ça revient. Oui. Le corps a parlé, je pense en premier, parce que avoir une rupture du tendon d'Achille aux Jeux Olympiques, à 24 heures des Jeux Olympiques, sur place, il n'y a pas pire pour un sportif de haut niveau. Et je pense que le corps a parlé en premier. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais très très mal parce que avec Stéphane Bernadis, on a travaillé toute notre vie pour cette médaille olympique. Nous étions champions de France, vice-champions d'Europe et médaillés de bronze au championnat du monde. Et tout était possible. Évidemment, en couple artistique, on a des portées, on a des sauts lancés, on pouvait ne pas avoir cette médaille. Mais on voulait disputer ces Jeux Olympiques qui nous tenaient à cœur et on n'a pas pu les disputer. Parce que votre corps a lâché. Mon corps a lâché. Voilà, votre corps parle, vous finissez par le dire à vos parents. Comment ils réagissent ? J'en ai parlé déjà à ma mère en premier, parce que je ne pouvais pas en parler à mon père. C'est l'image d'un homme. Ça m'était impossible, donc
J'ai parlé à demi-mot à ma mère. Elle m'a vu arriver à la maison dans un état lamentable et au départ, elle a cru que je m'étais simplement disputée avec mon fiancé. Et je lui ai dit non maman, c'est bien plus grave que ça. Et elle m'a dit ah bon, mais qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai dit écoute maman, je t'avais toujours dit que Stéphane Bernadi c'était mon premier amoureux, mais ça n'est pas le cas. Quand j'avais 15 ans, Mister O est venu dans mon box et tu peux imaginer ce qu'il a pu faire, mais Stéphane n'a pas été le premier. Mais je n'ai pas pu dire le mot. Prononcer le mot que j'ai du mal à prononcer, mais elle a tout de suite compris. Et vos parents connaissaient Monsieur O. Vos parents avaient confiance en Monsieur O. Il était parfait, il était poli, il s'occupait de leur fille, il allait en faire une championne. Jamais ils auraient pu imaginer ça. Jamais ils auraient pu imaginer ça. Ils avaient une confiance totale en lui. Ma carrière était entre ses mains. Il nous invitait parfois chez lui à dîner. Une confiance totale. Et c'est là-dessus que maman n'en est pas revenue. Elle me disait c'est pas possible, c'est pas possible. Et les premières paroles, c'était mais quelle ordure, mais on n'a rien vu, mais c'est pas possible. Mais la confiance qu'on avait en lui, et elle était la pauvre. C'est la première fois que j'ai vu ma mère pleurer. Votre père, quand il va être mis au courant, il va aller le voir avec vous. Il va y avoir une confrontation. Il va lui hurler dessus, votre père. Vous allez être à côté, vous allez être incapable de parler. J'étais redevenue la petite fille de 15 ans. J'avais ma tête qui rentrait dans mon corps. Je n'ai pas pu le regarder dans les yeux. Et mon père, effectivement, et ma mère lui ont parlé en disant Sarah nous a tout raconté, comment c'est possible? Et moi, je n'étais pas prête à cette confrontation. Je n'ai pas pu lui parler, je n'ai pas pu lui dire tout mon ressenti et tout le mal-être qu'il a pu me faire. Pour moi, cette confrontation n'a servi à rien. Mes parents ont voulu le voir pour avoir une confirmation aussi. Et, il a reconnu les faits? Il a reconnu les faits et il leur a demandé pardon. Vous n'allez pas porter plainte. Enfin, vous allez essayer de porter plainte, mais vous n'arrivez pas. Vous allez vous taire pendant encore des années. Et puis c'est le livre de Flavie Flament qui va vous donner le courage, qui va vous permettre enfin d'être là ce matin et de parler et d'écrire ce livre et de dire ce qui vous est arrivé. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas porter plainte. La loi a été changée, le délai de prescription des viols sur mineurs est passé de 20 à 30 ans en 2018, mais la loi n'est pas rétroactive, elle ne vous concerne pas. Est-ce que c'est un problème ? Oui, c'est un problème. Je pense qu'il faut que les lois changent. Je pense qu'il faut qu'il y ait une non-prescription des crimes sexuels, comme ça existe d'ailleurs en Suisse, au Pays de Galles et en Californie. Ça ne doit pas exister qu'on ne puisse pas porter plainte après 15 ans ou 30 ans parce que les faits sont là. Notre corps a vécu l'impossible et puis ces agresseurs-là sont toujours dehors et ils vivent leur petite vie tranquillement. Donc moi j'espère que cette loi pourra changer. Il y a eu une enquête administrative du ministère des Sports qui a suspendu Monsieur O de ses fonctions d'entraîneur national, mais il est resté manager de son club, il est resté à la fédération. Comment c'est possible, Sarah Abitbol ? C'est pour ça que je parle aujourd'hui, parce que je ne supportais plus vraiment que cet homme soit toujours en place, le savoir auprès des enfants. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Je me disais, c'est pas possible, tu parles pas, et si ça se trouve, il continue avec des jeunes filles, puisqu'il est toujours manager de ce club. Et ça a été vraiment... Mais qui l'a protégé, Sarah Abitbol ? Est-ce que le patron de la fédération était au courant ? Est-ce que les gens se sont tus ? Je pense que les gens se sont tus. Il serait très étonnant que la fédération n'ait pas été au courant de ces agissements, effectivement. Vous pensez que ça remontait et qu'on préférait ne pas voir ? Je pense qu'ils ont préféré se taire et ils se soutiennent entre eux, effectivement. Je vais vous demander de lire, si vous le voulez bien, un extrait de votre livre qui dit ça, qui raconte le système. Il nous est d'autant plus difficile de parler, Monsieur O, que nous avons en face de nous un véritable système. Si vous avez tenu si longtemps, Monsieur O, c'est parce que tout autour de vous l'a permis. Des politiques ont fermé les yeux. Des dirigeants vous ont maintenu en place. Des entraîneurs se sont tus pour ne pas risquer d'être virés ou pour protéger leur propre turpitude. Des femmes de coach ont mis un mouchoir sur les crimes de leurs conjoints.
Des parents ont été aveuglés par leur volonté de voir leurs enfants réussir. Des élèves eux-mêmes ont eu peur d'être discriminés s'ils parlaient. Chacun à son niveau a nourri et continue de nourrir le crime. Sarah Abitbol, qui est Monsieur O? Pourquoi vous n'arrivez pas à prononcer son nom? Je ne peux pas et je n'ai pas le droit de le prononcer car il y a prescription. Donc je ne peux pas me permettre de donner son nom. Moi je vais le donner. Il s'appelle Gilles Beyer. Il s'appelle Gilles Beyer, Monsieur O. Et votre histoire est à lire dans ce livre qui s'appelle Un si long silence, qui sort chez Plon, que vous avez coécrit avec Emmanuel Anison de l'Obs. D'ailleurs, vous faites la une de l'Obs cette semaine. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler ce matin. Merci. Voilà, Sarah Abitbol au micro de Léa